Chers passagers, bonjour et bienvenue dans Radio Coursive. Dans ce podcast, je vais tendre le micro à mes amis, mes collègues, celles et ceux qui font avancer les navires. Matelots, officiers, cuisiniers, mécaniciens, réceptionnistes, masseuses, et j'en passe. Tous ont un parcours, une voie et une façon bien à eux de vivre cette aventure. On va parler de leur quotidien, de leurs galères, de leurs bons souvenirs, de ce qui les fait rester ou parfois partir. Moi c'est Dja, je travaille en mer depuis plusieurs années et crois-moi, j'en ai à raconter. Alors installe-toi bien confortablement et je te souhaite la bienvenue à bord. Bonjour, donc bienvenue dans Radio Coursive. Aujourd'hui, nous allons accueillir Antoine. Antoine est un officier pont avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps à bord. Donc Antoine, vas-y, je te laisse te présenter, parler un petit peu de toi, ton poste à bord, ton quotidien à bord en tant qu'officier et un peu préciser ce qu'est un officier pont et les différentes variantes. Vas-y, dis-nous en plus. Salut, je m'appelle Antoine. Je suis devenu officier depuis maintenant 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi si je ne me trompe pas, ça passe vite. ça fait bizarre. Ah, quand on a commencé à naviguer, tu venais juste de passer officier ? C'était mon 2e contrat d'officier. Et j'ai commencé mes études de marine marchand donc au Havre, dans une toute petite promotion, parce qu'à ce moment-là, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2018, mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens dans ma promotion, parce qu'il y a différentes filiales. Et moi, je faisais partie de la filière monovalent. Et on était un peu les rejetés de la marine marchande, on était une nouvelle formation. C'est vrai, parce qu'en France, on vante beaucoup une autre formation qui s'appelle la polyvalence. C'est un peu l'élite, c'est ceux qui sortent avec un diplôme ingénieur. Et nous, on a l'équivalence licence. On n'a pas ce diplôme ingénieur. Ok. Explique juste la monovalence et la polyvalence aussi. Oui, alors la monovalence, c'est notre capacité à travailler uniquement en passerelle. La passerelle, c'est là où on pilote le navire. Ouais. C'est là où on va trouver tous les équipements pour le contrôle du mouvement du navire. Et la machine, c'est là où ils vont travailler pour pouvoir nous produire l'énergie nécessaire à faire avancer le navire, justement. Donc c'est deux départements bien séparés. Et moi, je suis uniquement habilité pour travailler en passerelle. Okay. Et il y a une formation polyvalence qui permet de faire les deux. Donc c'est une formation qui est plus longue, c'est en 5 ans, moi c'était en 3 ans. C'est un choix que j'ai fait, un choix de compétences, parce que je n'étais pas très matheux, ni physicien, j'ai jamais eu un très bon niveau. Donc il fallait passer un concours à ce moment-là. Maintenant le concours n'existe plus, mais avant il fallait passer un concours pour faire la polyvalence, que j'ai loupé. Donc je suis allé en monovalence. Et ça n'a pas du tout été un regret, parce que même rien que les profils rencontrés dans ma filière étaient bien plus intéressants en monovalence qu'en polyvalence. Des gens de tout horizon, super intéressants. Moi j'étais un des plus jeunes, je suis rentré, j'avais 18 ans. Okay. Il y avait des gars qui avaient 40 ans, d'autres 45, d'autres 30 ans. Enfin, c'est super même pour l'enrichissement juste en tant qu'être humain, c'est super parce qu'on partage ces gens-là ont eu des vies avant, donc tu discutes avec eux, tu apprends beaucoup. Au-delà du monde maritime. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'élèves à bord qui étaient en reconversion. Donc beaucoup de papas, c'est super intéressant. Ouais, j'aime trop. C'est super intéressant. Et même des fois, je chapeau à eux parce que je me disais, moi j'ai 18 ans, des fois je trouve ça saoulant d'être à l'école. Et eux, ils ont travaillé, ils ont 30 balais, ils ont des enfants, ils vont quand même à l'école, ils se font taper sur les doigts parce qu'on se dit ils vont être élèves à bord plus tard, donc stagiaires. Ouais. Et quand on est stagiaire en marine marchande, on est un petit peu chambré, c'est un peu compliqué. Donc je me dis, à cet âge-là, se faire chambrer, après, souvent on se rend compte qu'ils sont plus âgés. Donc, on fait moins de blagues, mais plus vieux que le second capitaine, ouais, voilà, plus vieux que le commandant. Des fois, on se dit, c'est un peu, voilà. Mais bon, c'est sympa quand même. Ok, et comment t'as découvert, comment t'as eu envie de naviguer parce qu'à 18 ans, c'est-à-dire en sortant du lycée, t'es directement allé faire ça ? Oui. Alors, moi, c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 9 ans. Ok. C'est vraiment un rêve de gosse. J'ai fait des vacances sur un navire de croisière avec mes parents, sur un gros bateau quand j'étais petit. Mais c'était avant vraiment que la croisière se développe beaucoup, donc c'était un peu encore à l'ancienne. En 2009, c'était encore vraiment le cliché des croisières de vieux, des machins. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser, ils disent tout le temps, il y a un avant, il y a un après Costa. Et toi, t'as connu le avant. C'était cette compagnie justement en plus. Ok. Et 4 ans plus tôt. Et en plus, le commandant que j'avais pendant la croisière, c'était Francesco Schettino. C'était le commandant qui a fait couler, ou du moins qui est en semi-responsable du Costa Concordia. Ok, super. Et ça t'a donné envie de... Bizarrement, mais ça c'était avant du coup, parce que c'était en 2009. Et Costa Concordia c'était en 2012. Mais ouais, j'étais fasciné, je suis monté à bord.
Je sais pas comment expliquer. Moi, je suis montagnard de base. Je viens des Alpes. Je suis arrivé là-dessus, paysage lunaire. Et rien que le fait, je me souviens, j'étais gosse, j'étais au club enfant. Rien que le fait de voir une chaise, je sais pas, j'ai vu une chaise, je me souviens. J'ai encore l'image en tête. Et je me suis dit, putain, cette chaise, elle voyage. Enfin, elle fait le tour du monde, quoi. C'est vrai. Et c'est tout bête, mais je me dis, si moi je suis là, je peux faire pareil, en fait. Donc, l'idée est partie de là. Je me suis renseigné et c'était un peu, alors pas les débuts, mais presque de YouTube, des vidéos un peu virales. Il n'y avait pas encore les réseaux à ce moment-là. Ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est vrai. Et je passais ma vie, voilà, mais je passais ma vie sur YouTube à regarder des vidéos de bateaux, je me souviens. Et je me souviens que je reprenais les vidéos, je coupais le son et je commentais par-dessus. Et je faisais des montages sur les vidéos et tout. Et c'est aussi mon esprit créatif qui s'est développé parce que je faisais beaucoup de Lego, de Playmobil, des machins. Et je construisais des bateaux XXL en Lego, mais qui faisaient 3 mètres de long. Enfin, je faisais des trucs comme ça, quoi. Et après, je me suis dit, bon, bah, peut-être aller un peu plus loin, voilà, creuser un peu plus. Et j'ai fait mon stage de 3e à 7, au pilotage. Pilotage, c'est une entreprise qui est présente dans tous les ports du monde. Et c'est des pilotes qui travaillent dans cette entreprise et qui embarquent à bord des bateaux, qui rentrent et qui sortent des ports. C'est un service obligatoire. Et ils sont là en tant qu'aide à la navigation dans les ports, parce que en théorie, ils connaissent mieux le port que les gens qui arrivent parfois de l'autre bout du monde. Donc c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui connaît le port. Et du coup, tu étais sur la pilotine? Ouais, alors au début, ils ne voulaient pas m'embarquer parce que j'avais 15 ans. Donc ouais. J'étais pas assuré, j'étais pas majeur. Et déjà, je les ai harcelés pendant des mois et des mois au téléphone. La voix d'un gamin qui les saoule au quotidien. Je veux faire un stage chez vous. Ils m'ont dit, bon allez, viens, mais bon, tu feras rien, quoi. Tu seras avec les patrons de pilotine, donc ceux qui gèrent la maintenance. Et au final, au bout de quelques jours, ils m'ont dit, bon allez, viens avec nous. Et du coup, j'ai embarqué sur le bateau. C'était ma première expérience. C'était incroyable. Et là, la première fois que je suis arrivé en passerelle, donc l'endroit en pilote, il faut monter par une échelle et tout, parce qu'on monte en pleine mer sur le bateau. Donc, le petit bateau qui se met à côté on monte par l'échelle de corde. Et je suis arrivé en passerelle, j'ai fait, waouh, c'est mon métier, quoi. Et là, ouais. Alors des fois, quand j'ai un peu la flemme ou que je n'ai pas envie d'embarquer, parce que maintenant c'est notre vie, hein, et ben, je me rappelle ce moment-là et je me dis, bon allez, c'était quand même ton rêve, donc bouge-toi. Va bosser. Ouais. Ok, énorme, j'avais jamais entendu ça, quelqu'un qui avait fait un stage avec les pilotes et tout, c'est cool. Ouais, mais même encore maintenant, hein, bah là, depuis que j'ai quitté mon ancienne boîte, là j'ai fait 2 mois dans une boîte où on faisait tous les jours 7. Et du coup, je suis retourné les voir, tous les pilotes ont changé. Mais du coup, ça m'a fait trop bizarre comme d'y aller et de leur dire, j'étais stagiaire ici il y a pile 10 ans. En 2015. J'ai l'impression. Moi aussi, mais là je me suis dit, waouh, il y a pile 10 ans, tu m'as dit. Ah ouais. Je me suis fait cette réflexion, j'ai fait, ouais, j'étais à pile 10 ans. Là où je prenais mon petit déj et tout. Enfin, ouais, non, ça m'a fait vraiment. J'ai un peu presque chialé, hein, je pense, hein, quand j'y suis allé là. C'était il y a 2 semaines, j'y étais. Ah, trop chouette. J'ai fait waouh. Parce que là, t'en reviens du coup du bord. Oui, alors j'ai enchaîné. Là, j'ai pas arrêté. J'étais dans une entreprise pendant 2 ans. Après, j'ai débarqué. Le jour d'après, j'ai passé 6 heures à la maison. Le jour d'après, j'ai rembarqué sur une compagnie. Mais t'as rembarqué direct là? Oui, mais j'avais pas le choix parce qu'en fait, du coup, j'avais rien entre les deux. J'ai appelé une boîte que je connaissais déjà. J'aurais dit, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Ok. Et parce que j'aime bien cette entreprise et je sais qu'ils prennent tout le temps. Ils m'ont dit, ah bah oui, on a quelque chose, mais c'est tel jour. Et c'était 24 heures après la fin de mon embarquement. J'ai fait, écoutez, je vais pas dire non. Hein. Après, c'est confort parce qu'on fait 2 semaines en mer, 2 semaines à terre. Donc là, j'ai enchaîné pendant 2 mois, 2 semaines en mer, 2 semaines à terre. C'était assez confort. Là, t'as fini, t'es en vacances? Ouais, là, je suis en vacances. J'attends, je suis en vacances, oui et non, parce que j'ai un autre projet. Je serai dans un chantier pour faire un nouveau bateau. Et là, j'ai passé une semaine au chantier pour visiter. Ok. Voilà. Ouais, tu vas pouvoir nous parler de ça après. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que là, du coup, tu étais chez la dernière compagnie où tu étais. Est-ce que les postes sont similaires qu'en haute mer? Parce que c'était du ferry là que tu faisais, si je dis pas de bêtises. Ouais. En haute mer, je sais qu'il y a les officiers qui font la navigation, tu as l'OCO, Est-ce que c'est pareil là au ferry? Pas tout à fait, non. Alors le ferry c'est très spécial, hein, parce que dans tous les ferries dans le monde entier, c'est de là l'ambiance. C'est une ambiance qui est vachement... Parce que les gens ont une vie
pas aussi éloignés de leur vie à terre que sur des navires qui font du long cours. Le long cours, c'est quand on part des mois et des mois. Là, ils font 2 semaines en mer, 2 semaines à terre, donc on peut avoir une vie normale. Donc l'ambiance n'est pas la même et les besoins ne sont pas les mêmes. Là, au ferry, on avait pareil en officier de navigation, ça c'est propre à tous les navires marchands dans le monde. C'est propre à tous les navires marchands dans le monde. Mais là, au ferry, il y a d'autres besoins parce qu'on charge des voitures, des marchandises. Donc on a un officier de chargement qui est là. Bon, il fait pas grand-chose, sans vouloir porter du jugement. Ça aussi, je comprends. C'était toi, ça, du coup? Non. Ah oui, d'accord. Là, il faut connaître la machinerie. Okay. Moi, ça m'intéressait pas trop. Voilà. Et après, il y a aussi il y a 3 seconds capitaines. Il y a un second capitaine qui est là pour aider les manœuvres avec le commandant, parce qu'ils enchaînent les manœuvres toutes les 5 minutes. Donc un coup c'est le second qui fait, un coup c'est le commandant, parce que toutes les 6 heures il y a une manœuvre à faire. Ensuite, il y a un second qui est là pour la partie RH du navire. Ok, qui fait commissaire de bord, qui fait les… Voilà, c'est un peu ça. Ouais, il y a un autre… les clearances, etc. Il y a le RH qui est là juste pour la gestion QHSSE, donc tout ce qui est sécurité au travail, tout ça. Et tu as un autre second qui est là, qui est commissaire de bord. Ouais, mais il est plus hôtelier souvent, non? Moi, c'est pour ça qui me choquait un peu, parce que là, en fait, c'est des gens qui ont ma formation, donc formation maritime. Ouais. Et le poste, avant de devenir commandant, là-bas, c'est de devenir commissaire de bord. Et je leur dis, mais moi, ça me choque un peu. Je leur dis, mais tu connais des trucs en hôtellerie? Moi, je vais faire 10 rotes et je vais passer commandant. Parce que c'est comme les gros bateaux. J'ai 2-3 personnes à appeler. C'est ça, tu dis, mais ils n'ont aucune compétence en hôtellerie, aucune expérience. Alors, ils ont peut-être plus tard avoir la possibilité, ils vont avoir la possibilité de passer une formation de gestion, hôtellerie, je sais pas quoi, mais là, ils n'ont rien, quoi. Donc, c'est uniquement l'expérience et la vision du truc. Et en plus, il y a 2000 passagers sur le bateau. Des fois, il y a des émeutes, parce que bon, le ferry, c'est pas la croisière. Hein. C'est des gens qui partent. Ils vont en vacances, mais une fois débarqués du bateau, là, le trajet, souvent, c'est des gens qui se plaignent. Ouais. C'est une étape dans le voyage, mais c'est pas les vacances, quoi. Donc, du coup, il y a souvent des grosses émeutes. On a eu des attaques au couteau, des choses comme ça. Et c'est des gens du coup, qui sont exténués parce que ça coûte super cher. Déjà, ils payent cher, ils montent à bord. Le service, pour moi, n'était pas trop de qualité. Donc, beaucoup d'émeutes. Et le commissaire, il doit gérer tout ça. Donc, ça, c'est un second. Il ne fait pas de quart, il fait rien. Il a rien à voir du coup avec le monde maritime. Donc, je trouve ça un peu bête. Parce qu'on s'embête à faire des études. Donc, c'est bien un officier qui fait ça? Voilà. C'est quelqu'un qui a une formation comme toi? Voilà. C'est lunaire. Et je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, d'un côté, c'est important parce que dans les garages, quand tu as des gens qui embarquent à fond la caisse, nous, on a installé des caméras là, pendant que j'y étais. Mais bon, il n'y avait pas de caméra. Il y a des excités de la vie, des fois, qui ont fait 10 heures de route avant. Ils arrivent à Marseille, ils embarquent. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se garer le plus vite possible. Et quand ils attendent encore 2 heures sur le quai et qu'ils arrivent à rentrer dans le bateau au bout de 2 heures, hop, ils embarquent. Et qu'on leur dit non, il faut encore patienter, machin, des fois ils s'énervent. On a plusieurs matelots qui ont failli se faire écraser par des malades. Ah ouais, donc il faut quelqu'un qui ait de l'aplomb. Donc il faut un peu de caractère. C'est des gens qui viennent du coin. Ouais, qui ont du caractère. Ouais, qui savent porter la voix, quoi. Et c'est important. Putain, Sans ça, ça ne pourrait pas tourner de toute façon. Et pareil dans le Nord. Hein. Dans le Nord, les ferries du Nord, que j'ai fait aussi avant. Et là, j'étais matelot. Donc c'est moi qui garais les voitures, justement. Et moi, j'étais un peu timide. Hein. J'avais 18 piges. Mais mes collègues… ah ouais, face aux camionneurs et tout. Ça crie, ouais, quand il y a des gens qui viennent de Roumanie, là, qui sont tapés 20 heures de camion sans arrêt. Ah ouais, ils arrivent sur le quai, laisse tomber. Hein. Faut super attention. Le but, c'est pas de mourir quand même. Ouais, non, tant qu'à faire. Pour tout le monde. Hein. Ok, et au quotidien, du coup, ton poste, quand tu es en quart, parce que du coup, tu fais des quarts en tant qu'officier. Je sais que dans notre ancienne boîte, tu faisais moitié quart, moitié pas quart. Est-ce que tu peux un peu raconter au niveau des quarts, qu'est-ce que tu faisais, les tâches? Qu'est-ce qui fait un officier pont sur un navire de croisière? Notre formation principale, c'est faire du quart. Donc le quart, c'est quoi? On divise la journée en plusieurs tranches. Parfois égales, parfois pas égales, ça dépend des compagnies, pour pouvoir avoir constamment quelqu'un en passerelle au pilotage. C'est valable pour la passerelle et aussi pour la machine. Et pendant cette période, on est de quart, donc ça veut dire qu'on a la responsabilité de la conduite du navire. Donc on suit l'itinéraire qui était au préalable discuté et validé par le commandant.
Donc c'est un trajet hein, qu'on fait, par exemple d'un point A à un point B. On a dit bon bah attention, il y a un rocher à tel endroit. On trace une route, hein, comme sur un GPS. On trace une route et le but c'est pas de sortir du trait de la route. On peut parce que forcément on peut croiser des bateaux, hein, donc on fait de l'anti-collision. C'est de la navigation, et ça c'est notre rôle. Le but c'est de pas taper quoi que ce soit. Comme un certain commandant. Voilà, ça peut arriver, hein, personne n'est invincible. Et enfin, il y a tellement de facteurs, on reste humain. Être sur un bateau, il y a toutes les tailles. Hein. Au plus le bateau est grand, on sait au plus on a cette impression on se chie dessus, hein, parce que le bateau s'il est grand, il manœuvre plus difficilement s'il faut tourner d'un coup. Voilà. Mais ça c'est notre rôle en tant qu'officier chef de quart. Il faut gérer le truc. Et après, à côté de ça, quand on fait pas de quart, on peut être amené à gérer un département autre. Ça, c'est pas le cas dans toutes les boîtes. Mais pour les petits navires où il n'y a pas beaucoup de membres d'équipage, on a la gestion d'un département. Donc, ça peut être la sécurité, ça peut être la sûreté du navire, l'environnement, la navigation à proprement dit. Donc, tracer justement cette fameuse route qu'on doit suivre, que tous nos officiers doivent suivre. Définir les dangers, aider le commandant. Voilà. On assiste le commandant, c'est un travail d'équipe. Je pense que ce qui définit le métier, c'est l'équipe. Mais même au sein de la passerelle et même avec tous les autres membres d'équipage, parce qu'en fonction du bateau, que ce soit un porte-conteneur, un navire à passagers ou autre, il faut travailler en équipe, sinon le bateau n'avance pas. Quoi. Ouais. C'est super valable. Alors des fois, on peut se friter, hein, et des fois je pense qu'il faut des fois s'énerver. Il faut que ça... Voilà, parce que les premières impressions quand on monte à bord, c'est... il faut jamais se fier aux premières apparences. Il faut toujours... non mais c'est vrai, hein, ouais, parce que sur le coup du lui il a l'air trop sympa, voilà, et au final, pratiquement dans 100% des cas, la personne que tu trouvais trop sympa au départ, c'est le pire. Donc il faut toujours rester un peu en retrait et observer et faire sa vie, en fait. Comme tout le monde est en semi-promiscuité, on est tous ensemble, au bout d'un moment, la vérité finira par... Ouais, on passe des mois à vivre ensemble. Voilà, par passer au-dessus, et en fait... Il n'y a pas le choix en plus, parce que je sais qu'il y a plein de personnes où il y a eu des malentendus ou des désaccords, etc. T'as pas le choix si tu restes énervé contre quelqu'un à bord, c'est-à-dire que tu manges avec une personne contre qui tu es énervé. On vit, c'est trop... Il faut que ça pète. Il faut que ça pète des fois pour que ça aille mieux. C'est clair, c'est très important. Et justement, pour les personnes qui sont timides... c'est dur. Au début, c'est dur. Mais s'ils sont portés par quelqu'un, s'ils arrivent à trouver leur âme sœur au travail, s'ils arrivent s'ils sont pas harcelés, hein, ça c'est des choses qui arrivent aussi. Moi, j'ai jamais eu le cas sur aucun bateau où j'ai été, Dieu merci. Ouais, moi c'était un peu... Moi, j'ai jamais subi ça, mais j'ai vu des gens, c'était un peu du semi-harcèlement, quoi. Mais ce sont des unités beaucoup plus grandes. C'était un peu bizarre, ouais. En plus, c'est dur. Sur un bateau, comme il y a la promiscuité, tout est exacerbé. Et le pire, ce qui était le plus choquant, c'est que c'était pas des gens, pas des profils, c'était pas le petit de 18 ans qui arrivait sur le bateau, qui connaissait rien. C'était des gens de 50 ans, alors un peu frêle, un peu timide. Mais enfin, moi, c'était... elle sortait tous les jours en chialant du bureau. Enfin, c'était, mon Dieu. C'était horrible. Hein. C'était horrible. Hein. Mais c'était... un coup, elle pleurait, un coup, elle était hyper heureuse, parce que du coup, la manager était sympa. Enfin, c'était vraiment... c'était compliqué. Montagne russe. C'est terrible. Mais voilà, être officier, c'est ça. C'est être conscient du fait qu'il faut faire notre travail en équipe. Et ça s'apprend, hein. Enfin, je veux dire, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire dans la vie de tous les jours. Et genre, les sports co, j'ai horreur de ça. Ça me saoule, mais un point. Je comprends les règles du jeu avec la baballe. Non, mais c'est vrai, j'ai horreur de ça. C'est mieux parce que toi, c'est sport co. Moi, c'est juste sport. Ouais, mais tu vois, pareil, le sport, tu vois. Et bah, franchement, je me suis mis au sport à fond depuis que je fais ce métier. Parce que être officier, c'est être conscient de notre santé, c'est notre métier. Parce que c'est super important. Chaque année, tous les marins doivent passer une visite médicale. Donc, si on à l'épreuve de la balance. Voilà. Si la balance à l'aiguille elle est un peu plus élevée que d'habitude. J'y ai le droit chaque fois. Ça, le tabac, alors j'ai la chance, je ne fume pas. Mais c'est vrai que c'est un gros problème à bord aussi. Je peux comprendre, parce que c'est que le stress qu'il y a. Le soir, on se retrouve avec les collègues, c'est la seule activité un peu de détente. Donc je peux comprendre, mais j'ai jamais succombé. J'ai jamais eu la tentation et j'ai jamais été forcé par mes collègues, tu vois.
Oui, non, ça là-dessus, je trouve que c'est plutôt J'ai jamais eu de sain. soucis. Non, franchement, il n'y a jamais eu de soucis. Et non, il faut garder un esprit sain. Donc, moi, je me suis mis à bonne fond dans hygiène le de sport. vie. Ouais. Et depuis que je fais ça, je suis. Je sais pas comment je tu suis fais content. pour faire du sport à bord. J'ai jamais réussi. Au début, moi, j'étais quelqu'un qui était pas timide, mais disons que je culpabilisais beaucoup quand je prenais du temps pour moi, en fait. Ouais, Genre, voilà, on travaille. C'est ça. On travaille. Tu dis, bon, allez, je dois encore faire ça, ça, ça. Mais en fait, au début, je faisais le ça, ça, ça. Mais en fait, à la fin, j'étais fatigué, j'allais me coucher, quoi. Je mangeais comme un gros sac à la cafette et après, j'allais me coucher, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, premier contrat, j'ai fait ça, d'officier. Et en fait, je suis revenu du contrat, mais j'étais rincé, quoi. Je dis, mais c'est pas bien, quoi. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui collait pas, quoi. C'est dur aussi du fait que, toi, il y a l'écart, mais en dehors de ça, tu as quand même des heures de travail, mais le fait qu'on n'ait pas d'heure fixe. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on est plus, même si on a un maximum à respecter et un minimum à respecter, c'est par tâche plus que par heure. Donc, c'est vrai que c'est dur. Tu te retrouves facilement à faire 7h, 23h. Et la culpabilité de dire, j'ai quand même pris du temps pour moi, pour aller faire du sport, etc. Donc, là-dessus, je sais pas comment tu fais et je t'admire parce que quand je vois tous ceux qui sont à la salle de sport à chaque fois, je me dis mais en France, comment vous faites? Je rêve de faire la sieste moi. Ouais, mais justement, ouais. Mais même si c'est juste une petite séance minime, tu vois, moi j'ai vraiment été impressionné dernièrement par une de mes collègues qui était à bord où on était ensemble, qui voulait se prendre en main et qui allait tous les jours là, dernier mois que j'ai fait avec vous, tous les jours elle était là au tapis de course avec moi, quoi. Tous les jours. Et même le jour où j'y allais pas, elle y allait. Et alors peut-être qu'elle a plus de temps ou quoi, je sais pas, mais même, je veux dire, on reste à bord. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier, on est tous pareils. Et tous les jours, elle y allait, tu vois. Et là, je me suis dit, si elle y va, que moi, j'y vais pas, que j'ai la flemme. Voilà, mais justement, c'est ça. Et du coup, on rejoint encore cet esprit équipe, tu vois, même si on se parle pas forcément, parce que des fois, ça me saoule de parler quand je fais du sport, mais au moins, on est là, tu vois. Et ça, j'avais du mal vraiment, parce que je suis culpabilisé. Et à la fin, j'ai dit non, c'est bon, allez, j'y vais, quoi. Et quand j'ai vu que la plupart des gens faisaient pareil, en tout cas ceux qui voulaient faire du sport, j'ai dit voilà, quoi. Après, forcément, c'est vrai qu'il y a des métiers tu vois, toi qui étais au contact des clients, c'est vrai que voilà, ça c'est compliqué parce que nous. J'ai la flemme d'aller faire du sport avec eux qui passent et qui te voient, qui te font coucou. C'est ça. Laissez-moi transpirer tranquille en fait. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des équipements adaptés sur un navire. Ouais. Quelque chose de séparé, vraiment. Oui, qui est vraiment que pour l'équipage, qui n'est pas mélangé. Parce qu'en fait, sur notre dernier navire, la salle de sport pour l'équipage était la même que celle pour les passagers. Donc, et en plus, c'était vitré. Donc, quiconque passait devant la salle nous voyait transpirer. Oui, ça faisait vraiment un aquarium. Avec plein de vitres et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas hyper propice. Après, il n'y avait pas le choix. Savoir qu'une salle de sport, c'est obligatoire selon la MLC. Oui. Il me semble sur les navires. Et donc, il y en avait une à bord. Donc, celle des passagers était celle des membres d'équipage également. Elle était bien en plus. Enfin, en soi, il y avait... On avait la vue sur les glaçons. Oui, c'est vrai. Bon, elle n'est pas très grande la fenêtre qu'il y avait à bord. Mais, mais ça suffisait. C'est à bord, mais... Non, c'est hyper important de se défouler, quoi. Après, il y a des jours, il y a des semaines où j'ai rien fait. Je veux dire, voilà, il faut pas. Parce que, il faut pas non plus trop réfléchir. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, quand j'y allais pas, je culpabilisais, j'étais pas bien. Mais c'est comme ça, quoi. Chacun est différent. Après, il y a la fatigue, il y a plein de choses. La fatigue, voilà, je veux dire. Après, il faut faire son métier. Et voilà. Après, le sommeil. Le sommeil, c'est super important en tant qu'officier. Il faut gérer son sommeil parce que moi, je travaille beaucoup de nuit. Et l'excuse, j'ai tapé un rocher parce que j'étais fatigué, c'est pas trop recevable, quoi. Non, c'est clair. Il y a comme des gens qui dorment tranquillement et t'es en charge de leur sommeil, donc il faut pas trop s'égarer, quoi. Non, c'est clair. Ça me fait penser, là, pour le sport, j'avais un sous-chef à bord. Il courait, il y avait un pont ouvert tout en haut du navire, et lui, il courait autour. Il se faisait ses séances de sport comme ça. Il faisait 4-5 tours. Alors, à savoir que c'est interdit de courir sur un navire, mais personne ne lui a jamais rien dit. Il faisait son sport comme ça, parce qu'il voulait pas aller à la salle. Du coup, il courait sur le pont supérieur. Chacun sa méthode. Mais au moins, il le faisait. Franchement, oui, au moins, il le faisait. C'est vrai. Moi, je rigole, je fais pas. Mais... Même juste marcher. Rien que le fait, pour certains membres d'équipage, rien que le fait d'aller à l'extérieur,
c'est énorme. Ouais, non, c'est vrai, de pouvoir des sortir. gens qui ne prenaient pas l'air extérieur de tout leur contrat. Ouais, non, c'est super Moi, j'ai eu la important. chance, je faisais des contrats assez courts. Le plus gros contrat que j'ai fait, c'était 6 mois. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, 6 mois. Tu sors de ça, psychologiquement, t'es impacté. On va pas se mentir. Ah ouais, c'est clair. Alors, on devient un peu fou. Bah, franchement, moi, j'ai assez bien vécu parce que c'était un gros bateau. On était en escale tous les jours. Sur des petites unités, comme on faisait dans l'ancienne boîte, on faisait des escales, tiers des escales, mais on sortait pas, on n'était pas à quai, on était au mouillage, donc on mettait l'ancre. Et on peut pas sortir forcément. Ouais, là où j'ai fait 6 mois, tous les jours à quai, dans des grandes villes du monde entier, enfin, c'est confort. C'est plus simple? Ah, c'est beaucoup plus simple. Tu peux plus facilement faire 6 mois. Et c'est quoi du coup ton escale préférée? Parce que du coup, tu as fait un bateau qui était au mouillage, qui faisait donc de l'expédition, qui allait découvrir des zones où il n'y a pas de port. Ouais. Et t'as aussi été sur un bateau qui faisait des zones qu'avec des ports. Qu'est-ce que tu as préféré comme escale ou comme lieu? La destination vraiment où si tu pouvais y retourner, t'irais sans problème ou t'aimes bien y aller quoi? Bah, moi, c'est tout bête, c'est Barcelone. Franchement, simple. Alors, Barcelone ou Gênes, j'hésite, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Je comprends. Oh, la facilité de pouvoir sortir, aller te manger un truc. Voilà. Ouais, franchement, juste ça, simple, tu vois. Il y a des destinations magnifiques, avec des plages incroyables dans les Caraïbes, c'est magnifique, tu vois. Mais Barcelone, t'arrives, t'es à quai. Bon, le quai est un peu loin, mais t'as des navettes qui sont organisées sur ces gros bateaux, là. T'as des navettes toutes les 5 minutes. T'arrives au centre-ville. Souvent, on a la flemme de quitter l'uniforme, donc tu fais un uniforme. Donc, tu sais que dès que tu retournes à bord, tu vas directement au taf, donc tu as tout ton temps, même si tu n'as qu'1 heure pour sortir, tu sors. Avec l'uniforme. En même temps, c'est rapide, mais vous avez la foi de sortir avec l'uniforme. En fait, voilà, parce qu'en fait, la flemme que les passagers te reconnaissent. Voilà, ça, ouais. Et après ça, en fait, les passagers, ils s'en fichent. Enfin, sur ces gros bateaux, ils s'en fichent. Parce que tu as beaucoup de gens qui sont là. Oui, c'est vrai, c'est gros. Ils ne se rendent pas forcément compte. Ils sont là pour une semaine. C'est pas les mêmes passagers que sur les bateaux qu'on avait sur les petits. Là, c'est de la masse, c'est des croisières de masse. Et la ville est tellement grande, de toute façon, on se perd, quoi. Enfin, voilà. Et juste, tu as 1 heure, tu te poses dans un café, un bar, tu discutes, même tu cours. Des fois, on faisait les débiles, on courait un peu de partout pour visiter le plus vite possible, tu vois. Mais comme on y allait toutes les semaines, chaque semaine, tu fais un truc. Et cette escale était vraiment incroyable. Et il y avait une paella aussi dans un restaurant vraiment miteux qui payait pas de mine, mais incroyable. Et toutes les semaines, on faisait la paella. T'as fait Malaga? Non. Malaga, le port, il est dans le centre-ville. C'est-à-dire que t'as un... je sais pas si tu te souviens, Issa Fjordur. T'as fait l'Islande avec nous? Je sais pas si tu vois, t'as le... On est sortis ensemble. T'as le grand port... Non, parce que moi, c'était excursion, j'étais en... Ah bah alors non, je confonds. J'étais complètement sous l'eau. Mais tu sais, t'as la grande tour là et t'as le tunnel qui amène jusqu'à la porte de bordée pour que les passagers débarquent. On l'a pas utilisé, mais il y en avait une. Et en gros, à Malaga, c'est ça. Donc, il vient se coller à la Shell d'Or. Et les passagers sortent par là. Donc, tu sors par un tunnel et tout. Et dès que tu descends de cette tour-là, t'es en centre-ville. C'est génial. Centre-ville directement. Donc en gros, tu peux directement, t'as un bar là. Enfin, c'est trop bien. C'est génial. Ah ouais, Malaga là-dessus, c'est trop bien. Il y a un autre port qui est super loin, mais celui-là, il est trop bien. Ouais, ça c'est super. Ouais. En général, les ports que les marins aiment bien, c'est ça. C'est la proximité. Moi, j'ai bien fait, il fait pas trop mauvais non plus, donc Barcelone, c'est parfait. Oui, la plage pas loin. La Grèce aussi, j'ai trop aimé. Sympa, La Croatie et la Grèce, Dubrovnik. Ah ouais, c'est super chouette. Voilà. Mais on est au mouillage. Exactement, c'est ça qui est bénéfique. T'es au mouillage, donc t'as les heures de tender et tout, mais c'est vraiment sympa. Enfin, la démarche d'y aller. Il y en a beaucoup juste pour ça. Alors, une fois qu'ils sont dehors, ils disent quelle erreur j'aurais fait si je serais resté à bord. Mais il faut quand même, c'est tout bête, hein. Mais une fois qu'on est dans le jus, qu'on est fatigué et tout, prendre la décision de sortir, c'est pas si facile que ça. Non, c'est clair. Et puis aussi de se dire, est-ce que je vais sortir tout seul ou est-ce que je sors avec quelqu'un? Alors ça c'est la pire. Alors, il faut surtout, au début j'attendais toujours quelqu'un pour sortir, mais en fait si on fait ça, on sort jamais, quoi. Ouais, mais c'est dur aussi de dire que t'es dans un endroit que tu connais pas. Une fois que tu le fais, c'est ok, t'arrives à le faire tout seul par la suite. Il faut s'occuper tout seul. Mais faut arriver à y aller tout seul la première fois. Et moi j'en connais, ils sont jamais sortis seuls. Ils savent pas faire. Ah bah non. Après, moi je sors tout seul et après tu te dis, il y a 99% de chances de tomber sur quelqu'un dehors. Mais oui, tu croises toujours un collègue quelque part. Toujours au même endroit, de toute façon, dans les magasins un peu bateaux. Au Hard Rock Café. Voilà. Si vous cherchez des matelots, des marins, allez au Hard Rock Café près d'un port.
On est tous là-bas. Remplis de supermarchés. Oui. Non, mais voilà, je veux dire, il faut pas se mettre de barrière. Il faut toujours sortir seul. Et toujours. Tu sors seul. Si tu as un moment pour sortir et que tu essaies de caler ce moment avec d'autres personnes et que tu n'es pas sûr de pouvoir rentrer à l'heure, machin, tu sors tout seul et tu verras plus tard. Quoi. Ouais. Au moins, tu seras sorti. Au moins. Est-ce que tu te souviens de ton premier embarquement? Ouais. À ce jour encore, c'est le meilleur embarquement de ma vie, je pense. Genre la première fois que tu as mis le pied sur un navire, qu'est-ce que tu... pas sur un navire parce que toi tu avais fait avec la pilotine, mais la première fois que tu as mis le pied en tant que sur ce navire-là, que tu es arrivé, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me dis, c'est exactement comme je l'imaginais. Ouais, ah ouais je dis à tout le monde, parce qu'il y a deux de mes cousines maintenant qui naviguent dans la même boîte. Et je leur avais dit avant qu'elles naviguent là-bas, je leur avais dit, mais c'est exactement comme je l'avais imaginé. Depuis que j'ai 9 ans, tout, la façon de faire, la façon même, parce que moi j'adore le navire à passagers. Ce que j'aime bien, c'est, je trouve un sens en promenant des passagers. Naviguer sur des porte-conteneurs, des pétroliers, c'est sympa au niveau humain, parce qu'on a entre collègues, etc. Mais là, navire à passagers, ça fait vraiment un tout. En plus, c'est un côté un peu rêve, parce que le bateau il est quand même fait pour être joli. Donc c'était beau bâtiment. C'est quand même sympa. Et quand je suis monté à bord, alors c'était le Covid. Donc au début, ça ne faisait pas forcément rêver, mais comme je connaissais rien d'autre, c'était ma rêve. Et donc j'ai construit mon truc autour de ça. Mais le Covid, ça a été à la fois sympa et à la fois un peu saoulant. Sympa dans le sens où j'ai embarqué et les opérations étaient totalement figées, il n'y avait rien. Donc on était à quai à Marseille, donc à 3 heures de chez moi, donc c'était pas non plus exceptionnel, quoi. Alors que de base je devais faire l'Arctique et tout. Donc je m'étais fait une raison. et on nous annonce qu'en fait, au lieu de reprendre les opérations, on va en profiter pour faire une cale sèche à Marseille. En profiter pour faire les quartiers nord et tout. Donc, Choix. je te raconte pas. Donc on arrive en cale sèche, on a passé 1 mois là-bas. Et comme je connaissais que ça, sur le coup, moi ça m'allait bien. Et on a récuré les ballasts, un bon travail de stagiaire, quoi. Et on a vraiment trimé. Et franchement, grâce à ça, peut-être 70% des connaissances que j'ai aujourd'hui, je les ai apprises le premier mois de mon embarquement. Franchement, j'ai tout appris là-bas. Et après, on a commencé à embarquer les membres d'équipage, parce qu'à ce moment-là, on n'était que 20 à bord. Le minimum requis pour pouvoir gérer le bateau, parce que ça coûtait trop cher sinon. Et donc on a embarqué les membres d'équipage et c'était incroyable parce que comme c'était le Covid, toutes les nationalités autres que françaises ne pouvaient pas être acheminées en France parce que les avions étaient figés, les contrats ne pouvaient pas être émis. Donc on a embauché que des saisonniers de la Côte d'Azur qui ont été recrutés sur des plateformes comme Indeed ou LinkedIn ou que sais-je. Oh le bazar! On est arrivé alors moi je me souviens, on mangeait à la cafette des passagers au sommet, je me souviens, tout était en chantier et d'un coup on entend il y a les membres d'équipage qui arrivent. Bon, forcément, dès qu'il y a un nouveau à bord, de toute façon ça c'est international, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à bord, tout le monde se rue sur fait la commère. C'est qui? C'est qui? Voilà, ça c'est international, tu vois. Voilà, et là d'un coup on voit 40 personnes arriver, que des gamins de... Moi j'avais 18 ans en ce moment. Que des gamins de 20 ans, 19 ans et tout. Des saisonniers. Donc eux, ils n'avaient jamais fait de bateau pratiquement de leur vie. Même, c'est sûr même. Et il n'y avait que des fêtards. Non, c'était vraiment... La croisière s'amuse. Mais des gens... Et ça a été quand même assez incroyable parce que c'était pas le bazar. Franchement, dès le départ, il y avait tellement une ambiance bienveillante, incroyable. Enfin, c'était vraiment... J'en parle encore aujourd'hui avec des gens avec qui j'étais, qui sont tous dispersés. On s'entend encore aujourd'hui, on a un groupe, on parle. Et on est encore d'accord 5 ans après pour dire que c'était le plus beau contrat de notre vie, quoi. Il y en a qui ont enchaîné, il y en a qui ont quitté la marine marchande. Ok. Mais c'était vraiment très spécial. Côté Covid, en plus il n'y avait pas beaucoup de passagers, on était peut-être à 20% de capacité maximum autorisée. On faisait des croisières pas ouf, on faisait Marseille, on passait la nuit en mer, le lendemain on allait à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est où ça? Donc c'est Fos-sur-Mer, donc c'est le port chimiquier qui est à 1 heure de Marseille, c'est une horreur, ça sent le pétrole, c'est dégueulasse. Et on faisait des croisières, on prenait les zodiacs du bateau, on allait les promener sur le Rhône. Ils allaient manger des huîtres immondes sur le... C'était en flamant rose. C'était vraiment comme le Covid nous a tous atteints. C'était vraiment... là, c'est terrible. Les gens payaient 5 000 € pour ça, j'ai dit, ils dans la foi. Et on allait en Corse aussi, on faisait... Et là, j'ai vraiment découvert, c'est la Côte d'Azur à ce moment-là. Donc, première fois sur ce bateau, ça a été vraiment incroyable. Incroyable.
Et même des gens simples. Des fois, j'avais un peu peur des gens simples et vrais, quoi. Et c'est là que je me suis dit, c'est un milieu très spécial, parce que des fois, tu t'attends à rencontrer des gens qui se la pètent un peu et tout, mais en fait, tu te rends compte que ça, même si t'es qu'avec des gens qui se la pètent, au bout d'un moment, ça va tomber, quoi. Parce que c'est pas leur vraie nature, enfin, c'est pas, voilà. Et ça, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là. Là, j'ai fait un gros contrat, hein. J'ai fait 5 mois. C'était mon premier contrat. La fin était un peu compliquée parce que le Covid avait repris. Et on a re-arrêté les opérations pour se remettre à quai. 2020, Donc là, cœur brisé, tout le monde s'est séparé sur le quai. Moi, je suis resté à bord encore pour un mois pour finir. J'étais avec une collègue de promo aussi, avec qui je suis resté très, très pote. Et on a fini comme ça, sur une mauvaise note, mais ça a quand même resté. C'est un de mes meilleurs contrats. Hein. Ça n'a pas été facile le Covid d'abord. Non, voilà, nous, on a très bien vécu. Hein. Franchement, on était des pourris gâtés parce qu'on faisait des activités nautiques à Marseille. On avait l'autorisation du port pour aller au Frioul, pour aller se baigner. Donc le Covid, moi, je ne l'ai pas vécu, hein, franchement. Mais après, j'ai partagé des discussions avec des gens qui l'ont vécu sur d'autres bateaux qui étaient bloqués, par exemple au large de l'Amérique du Sud, moi je sais plus. Ah oui, toi aussi. Ah ouais, moi j'y étais sur ces navires-là qui ont été bloqués. C'était horrible, quoi. Et en plus, c'était en 2022. Donc en France, on avait repris la vie, tu vois, en 2021, fin 2021, il n'y avait plus de confinement, tout avait repris normalement. Et là, tu te dis, 2022, tu montes à bord. Bon, ok, il y a encore les masques, tu es dans des zones confinées, c'est normal qu'on porte encore le masque, c'est ok. Mais on ne s'attendait pas à ce que le Covid revienne nous bloquer. Ils ont arrêté plein de navires, on était tous au mouillage. Je pense qu'on était une dizaine ou une quinzaine de navires au mouillage à Ushuaia, parce qu'il y avait un cas Covid. On se faisait tester tous les 2 jours. Moi, j'avais été confinée 17 jours parce que j'étais cas contact. Folle. J'ai été folle dans la cabine. Oui, tu étais dans la cabine toute seule. On t'apporte le repas. Tu vois personne. Sur le coup, tu dis, mais si ça va aller en cabine passager, parce qu'il te faut nous mettre dans la cabine passager, j'imagine. Ouais, ça par contre, c'est cool. Mais heureusement. Mais oui. Même si tu es en cabine passager, t'es enfermé dans ta cabine en bas avec un hublot que tu peux pas ouvrir. Non. Ouais, non, c'était... Ça n'a pas été facile pour tout le monde, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Hein. Je sais que j'ai des collègues. Moi, honnêtement, j'ai eu envie de me casser. C'était dur. Hein. Et la reprise, après, c'est vrai que tu te rendais encore plus de la chance du métier qu'on faisait, parce que bon, c'est un métier à la fois où. Là, c'était un peu paradoxal, parce que c'est un métier où tu voyages beaucoup, mais là, tu étais bloqué, quoi. Donc, la reprise, je sais que. Enfin, moi, nous, la première reprise qu'on a faite, c'était ça, quoi. C'était tellement content de voir des passagers, parce que moi, c'était la première fois. De voir des passagers, les balader, de partager des trucs et tout. Ah ouais, c'est ça, quand ça a repris normal. Une libération, quoi. Ah, c'est clair. Tu sais que moi, j'ai commencé à naviguer pendant le Covid, donc 2021. Donc, j'ai connu les masques à bord. J'ai toujours connu les masques à bord, parce que après, j'ai été dans des zones qui étaient à risque, etc. Donc, toujours connu ça. Et quand on a embarqué dans notre ancienne compagnie, c'était la première fois de ma vie que je mettais pas le masque. Ça, c'est horrible. Enfin, je comprenais qu'il y avait des masques. Et ça faisait trop bizarre d'être avec des passagers sans masque. Ah oui, mais les masques, là, moi, je ne pouvais plus. Une des boîtes que j'ai faites, où c'était une grosse compagnie, on avait des masques FFP2, là, les canards. Ah non, ça c'est terrible. Canards, ça fait mal, en plus, ça tire au niveau du visage. Et on avait ça tout le temps. Tout le temps ? Membres d'équipage, passagers, tout le monde avait ça. Et on devait parler, parce que tu parles beaucoup plus, même si c'était un peu plus de l'en passerait, là, tu parlais beaucoup plus aux passagers, quoi, parce que tu vois quelqu'un qui a une question, ils sont des milliers. Hein. Tu passes ta vie. Moi, j'ai perdu ma voix plusieurs fois par mois, parce que tu fais que de parler dans le masque et tout, tu transpires, puis c'était en plein mois de juillet. Oh l'enfer. J'ai commencé en mars, avril, et j'ai fini en septembre, octobre, je sais plus. Mais tout l'été, là, en plein sud de l'Italie, même en excursion, quand on partait en excursion, on avait des masques et tout. Là. Ouais, j'ai eu en accompagnant des excursions. Oh nom de Dieu. Là, dans Pompéi avec les masques. À Pompéi, alors là... Il fait une chaleur rochers, horrible. Tu ne pouvais pas t'abriter à l'ombre, il n'y avait pas un petit buisson. Tu sais que Pompéi, à l'époque, j'étais réceptionniste et on pouvait accompagner les passagers en excursion. Et moi, j'ai vu Pompéi, je me suis dit, je veux y aller à Pompéi. T'as fait Pompéi ? Ouais. Et je me dis, je veux y aller. J'en parlais avec une infirmière et elle aussi, elle allait accompagner le tour. Et moi, j'étais persuadée que Pompéi, t'avais encore les corps recouverts de lave, etc., qu'on avait des vrais trucs. On arrive là-bas et en fait, j'ai découvert que c'était vraiment que de la pierre, quoi. Il y avait rien du tout.
J'étais dégoûtée. J'avais fait 3 heures de bus pour voir rien. Bah, y a le site, mais... Alors, c'est joli, mais si quelqu'un veut faire Pompéi, là, qui nous écoute, ah ouais, non. Il faut le faire hors saison. Pour voir le lupanar, c'est tout. Ouais, mais il faut le faire soit au mois de mai, tu vois, il fait beau, mais pas trop chaud, il n'y a personne. Mais surtout pas juillet-août, c'est la pire été de votre vie. Ah non, je crois que j'étais en août ou septembre quand je suis allée, c'était horrible. Septembre aussi, c'est chaud, ouais. Non, c'est chaud, les masques, les passagers qui partaient à droite à gauche. En plus, c'est ce qu'on a appelé les bubble tours à l'époque, c'est-à-dire que les passagers, ils n'avaient pas le droit de quitter le groupe pour aller dans une boutique ou quoi que ce soit à cause du Covid. Parce qu'on n'avait pas le droit de débarquer en Italie à l'époque. C'est ça. Et les passagers, ils allaient dans les boutiques et tout. Et moi, j'étais là, ben non, vous n'avez pas le droit d'aller dans les boutiques. Et ils me disaient, mais tu vas faire quoi? Et ils se cassaient dans les boutiques. Et moi, j'ai essayé de les récupérer. C'était l'enfer. Pompéi, ça m'a traumatisée. L'enfer. Ah non. Ouais, Pompéi, je pense que Naples, c'est une des escales les plus difficiles, je pense. Ah, Naples, j'ai jamais fait. Bah nous, parce que nous, on était à Naples pour Pompéi. Alors peut-être. Où est-ce qu'on était? C'est un gros port, parce que nous, on y allait parce que c'est le seul gros port qui pouvait accueillir un bateau de cette taille. Ouais, non. Peut-être que vous étiez au mouillage, peut-être quelque part, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on était, mais je sais qu'on avait 2-3 heures de bus pour aller jusqu'à Pompéi. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être moins avec Naples, je sais pas. Peut-être qu'on était à Naples, je sais plus du tout, honnêtement. Non, mais Naples, ouais, c'était une flûte. Mais Naples aussi, j'ai adoré. Enfin, en gros, toutes les villes d'Italie, c'était sympa, franchement. Le sud de l'Italie, c'est vraiment très chouette avec les mais hors haute saison. Ce qu'ils appellent Ferragosto, donc les vacances nationales d'Italie, il faut éviter cette période, c'est le 15 août, un peu comme en France. C'est un enfer. Vraiment. Mais j'avais fait septembre-octobre, c'est vraiment super sympa. Ouais, j'imagine, c'est beaucoup mieux. Non, c'est cool. T'as eu des grosses tempêtes? J'en ai eu en Méditerranée. J'ai eu 5 mètres de creux en Méditerranée, laisse tomber. Ouais, mais c'est que la Méditerranée, c'est très sous-côté. Il y en a qui disent, tu déconnes ou quoi, machin. Mais en fait, non, la Méditerranée, quand ça souffle, ça souffle. Premier contrat, j'ai eu une mer d'huile pendant 6 mois, j'ai rien eu. La première grosse mer que j'ai eue, c'était dans la Manche. C'était sur un pétrolier. Un petit pétrolier, quand on parle de pétrolier, on pense à ces gros machins de 400 mètres de long, mais là, c'était un petit pétrolier de 100 mètres de long. Ce qu'on appelle c'est un pétrolier, on appelle ça un pétrolier, mais on fait du cabotage, donc ça veut dire qu'on fait pas des grandes distances, on fait de port en port avec maximum une nuit de navigation entre les deux. Et on décharge pas du pétrole, alors ça vous parle de ça, mais c'est pas du pétrole, on transportait des produits raffinés. Donc il y avait du bob, je me souviens aussi de l'essence, du gasoil, ce genre de choses. On faisait Bordeaux, Brest, Lorient, Anvers et tout, et c'était la Manche, et en plein hiver. Et moi je monte à bord, je connaissais pas du tout ce milieu, parce que c'est des bateaux qui sont très différents. Et je rentre dans ma cabine, donc les cabines déjà sont immenses, ça c'est trop bien. Parce que c'est des bateaux où il y a 20 personnes dessus, c'est tout petit. Même pas, on devait être 13, enfin, je sais plus trop. Les cabines sont immenses parce que le bateau, même s'il est petit, il reste grand pour 13 personnes. Et on rentre, et tout était enchaîné, les chaises, le lit, tout était enchaîné au sol. Mais c'était fait pour ça, donc de base à la construction, il y avait des crochets, tout était enchaîné. Et moi, je dis, c'est moche. Donc j'enlevais toutes les chaînes et tout, je m'étais mis installé, machin, j'avais mis mes affaires pour mes 2 mois. Premier soir, on sort du port, et en fait, c'est des bateaux qui sont, si ça bouge, on s'en fout. Navire à passagers, tu as des systèmes qui sont faits pour pouvoir stabiliser le bateau quand ça bouge. Il n'y a pas de stabilisateur Non, parce que ils s'embêtent pas avec ce genre de futilité. Tu parles, c'est des coquilles vides, enfin des coquilles vides du coup remplies de gasoil, mais c'est des machines à laver. L'enfer. En fait, vraiment, quand on dit le sol, ça devient le plafond. Là, le bateau, je sais pas, entre 15 et 16 degrés de gîte toutes les 5 minutes. Donc tu es propulsé et on a un harnais de sécurité. Alors nous, là, on l'avait pas parce que la mer n'était pas assez agitée. Mais si c'est trop agité, tout le monde a un harnais de sécurité. Et on doit se mousquetonner obligatoirement sur les mains courantes du navire pour pas être projeté. Parce que si tu es sur un couloir qui fait la largeur du navire, donc qui est perpendiculaire à la longueur, et ben, tu peux être projeté d'un côté ou de l'autre et tu peux mourir. Tu fais le coup du lapin ou quoi. Donc ils ont des fois, pas sur tous les bateaux, mais je sais que des fois il y a des mousquetons qui sont là pour se sécuriser, quoi. Parce que c'est vraiment chaud. Et forcément, du coup le soir je me couchais, j'ouvre ma cabine, ma valise au plafond, la chaise sur le lit. Donc j'ai remis les chaînes. Tu m'étonnes. J'ai remis les chaînes et j'ai pu toucher. Tu m'étonnes. Ouais, ça c'était.
Après, c'était pas forcément une grosse tempête, mais le bateau a beaucoup bougé. Ouais, il suffit que tu aies le mauvais roulis ou. Voilà. C'est l'enfer, quoi. Surtout sur ces bateaux. Tu sais, sur notre précédent navire, quand on est arrivé au restaurant, il y avait des sortes de trous au sol sur lesquels on pouvait visser des sortes d'anneaux. En fait, toutes les chaises du restaurant, elles s'attachent. Ah ouais? T'as jamais fait gaffe? Non. Toutes les chaises du restaurant, elles s'attachent. Et quand on est arrivé, je me suis dit, mais ils abusent d'attacher chaque chaise. Donc on s'en est servi comme… Tous les jours. Tous les jours. Ah, vous aviez les chaises? Non, parce qu'on n'a pas retrouvé les chaînes. En fait, au début, on s'est dit, on s'en sert juste pour mettre, tu sais, les chaises au bon endroit face aux tables. Okay, ouais. C'est ce qu'on s'était dit. Et en fait, on a commencé à naviguer. Première semaine, on a compris pourquoi est-ce qu'ils avaient mis ça. Ah non, je savais pas. Putain. Il y avait des crochets sur le En moquette. fait, t'avais le petit truc en fer, là, le rond, où tu pouvais visser un crochet. Donc, je crois qu'on avait retrouvé 2-3 crochets. Il y a 2-3 crochets qui se retiraient pas. Ah ouais. Je sais pas s'ils n'ont pas réussi à les retirer avec le temps, mais je me souviens à l'époque. Et les chaînes, on les a pas retrouvées, on les a jamais remises. Mais si tu regardais sous les chaises, t'avais ce crochet inverse pour pouvoir… Ouais, c'est important. Arrimer les trucs à bord, c'est super important. Après, c'était des petits bateaux quand même. C'est vrai qu'on faisait 108 mètres. 108 mètres de long, par rapport à des éléments comme ça, c'est tout petit. Hein. C'est des coquilles de noix, surtout sur des bateaux qui sont aussi vieux que celui-là, parce qu'il était quand même pas tout jeune, que 89. Ah, ouais, c'est clair. Donc c'était une coquille de noix qui était conçue pour des fjords de base. Donc, ouais, non. Le passage du Drake avec 7 mètres de creux. C'est vrai qu'avec celui-là, on a vécu aussi des tempêtes pas mal. Hein. Là, pour le coup, là, oui. Mes premières grosses tempêtes, je les ai vécues avec cette compagnie. Hein. Ah ouais? Je pense, ouais. J'avais jamais vu des vagues aussi grandes. C'est vrai qu'on a eu quand même de belles choses. On était passé derrière un ouragan avec un autre navire, une autre compagnie. Je sais plus si c'était un ouragan ou une méga grosse tempête, un truc que t'as pas envie de rentrer dedans. Et en fait, on a été plus vite et la tempête a été moins rapidement. Donc en fait, on l'a rattrapé. Et nous, on s'est retrouvé avec 9 mètres de creux. Et en fait, il y avait au niveau d'un espace passager, il y avait les shelters de protection, parce que c'était des portes vitrées sur le côté du navire. Il y avait des shelters de protection, elles ont été pliées par les vagues. Ouais, et le lendemain, je me souviens, je passe un espace passager, et là, il y avait le commandant, le second, le charpentier, le bosun. Ils étaient devant, bras croisés, et ils regardaient en se disant comment est-ce qu'on va déplier la shelter, qui est censée nous protéger, mais qui du coup l'a bloqué les portes vitrées et tout. C'était un délire, ouais. J'ai eu peur cette nuit. Ah ouais, c'est costaud, parce que là, pour que ce soit plié, il faut le faire quand même. Mais on a eu 3 vagues scélérates dans la nuit. Ouais, on l'a senti. Ouais, les vagues scélérates, c'est une rencontre de deux mouvements de masse d'eau très violente. Ça peut couper un avion en deux. Hein. Ah ben oui, je veux bien le croire. Ça peut couper, ouais. Mais c'est vrai qu'au Drake, je suis étonné que ça nous ait pas coupé. Moi, ma référence, c'est les Cités d'Or, parce que quand j'étais petit, je regardais toujours les Esteban et les Cités d'Or, là, j'adorais ça. Et il parlait toujours de vagues scélérates, mais dans le dessin animé, on voit une vague pyramidale au milieu de rien. Mais c'est pas ça, des fois ça se voit pas forcément, c'est juste que c'est une rencontre sous-marine de deux masses d'eau, mais en fait c'est comme de l'acier, comme du béton en fait qui t'arrive dessus. Et si le bateau a le malheur d'être là à ce moment-là, il peut se casser, quoi. Il suffit qu'il y ait des fragilités, qui sont mal orientées. C'est vrai que dans la tempête, c'est très important de bien orienter le navire. Ouais, c'est pas terrible. Voilà, tous les commandants ne le font pas. Mais voilà, c'est important quand même d'appréhender la vague correctement. non, ouais, ça peut casser un bateau. Hein. Et ça arrive souvent sur les porte-conteneurs, parce que ce sont des bateaux poubelles. Les fameux bateaux poubelles dont on parle récemment, russes. On parle de bateaux russes espions. Là, oui, j'ai entendu parler dans le nord de la France. Là. Voilà. Ouais. Et ça, souvent, c'est des bateaux qui sont achetés, qui n'ont pas vraiment de but commercial. Ils sont juste là pour faire pression sur des grands groupes financiers. Donc, c'est des équipages à moitié abandonnés. Parce que nous, en France, on est quand même bien lotis. Hein. On a quand même des règles, des contrats qui sont assez regardés. Oui, on est protégé par le droit français, voilà, la MLC par-dessus. C'est assez correct. Mais il y a des bateaux où tu as des équipages, les équipages fantômes. Ouais, j'avais vu ça. Et je pense que je sais un dixième de l'histoire. Hein, mais ces fameux bateaux russes, quand on en voit la télé, ils en parlent, ils disent c'est des équipages, il faut les mettre en tôle, il faut les mettre en prison, c'est des espions. Mais en fait, eux, ça se trouve, ils n'ont rien à voir avec l'histoire. Eux, c'est juste des marins qu'on a mis sur ce bateau. Et qui n'ont pas vu partir. Et voilà, et des fois, ils sont prisonniers, hein, ça arrive. Moi, j'ai eu une discussion avec
une scientifique là, sur la dernière compagnie qu'on a fait, qui a bossé au Kerguelen, si je dis, dans les TAF, ouais, donc vers les Kerguelen là-bas, qui a bossé là pendant 1 an. Et ils voyaient souvent passer des bateaux de pêche chinois à proximité des côtes françaises, donc ils n'ont pas le droit de rentrer dans les eaux territoriales, donc plus de 200 000 des côtes, mais ils rentraient quand même parfois à proximité pour pouvoir voler le poisson français, quoi. Et plus d'une fois, elle disait que même si c'était hyper loin des côtes, il y a des marins qui sautaient du bateau pour rejoindre les côtes. Et un jour, elle était en bateau parce qu'elle était à bord pour réguler la pêche française, je ne sais pas trop quoi, c'est des missions d'État français. Et un jour, ils ont repêché un de ces marins chinois qui avait sauté. Et en fait, le bateau le poursuivait parce qu'en fait, ils voulaient le récupérer. En fait, le gars était prisonnier à bord. Donc, ils l'ont ramené en France, mais il était prisonnier. Ça faisait 2 ans qu'il était à bord de ce bateau de pêche. Donc, un bateau de pêche, ça fait 30 mètres de long. Dans les Kerguelen, c'est au-delà de l'enfer. T'imagines, ça pue la pescaille. Ah ouais, non. C'est pire que les coquines noires, là. L'hygiène, là, c'est Auschwitz. Hein, et le gars, il disait, mais ma famille n'a pas de nouvelles. Il n'a pas pu contacter en 2 ans sa famille. Il n'a pas rien. Un objet, le truc. Et ça c'est pour ça que j'aime bien ce métier, parce que c'est le vrai monde, quoi. Moi, je pense que quand tous les marins, quels qu'ils soient, qui sont déjà montés sur un bateau, on prend conscience plus que les autres de comment fonctionne le monde, je trouve. Parce qu'on fait face. Alors, ça dépend où à la croisière un peu moins, parce que c'est qu'on est dans une bulle, on est ensemble, c'est joli, on fait des belles escales. Mais quand même, quand on fait escale dans des ports, quand on doit faire face aux locaux pour arranger du coup des activités avec les passagers, des fois tu te rends compte que soit il faut gueuler, soit des fois il faut faire des tours de passe-passe, soit des fois c'est un peu des dessous de table. Ouais, ça c'est vrai que j'ai découvert les... C'est comme ça, tu vois, et je trouve que c'est super intéressant parce que ça t'apprend en fait la vraie vie. Et là c'est là que tu te rends compte qu'en fait avec la tchatch, tout peut passer, quoi. Enfin, ça c'est un truc qui m'a ouais, et puis conforté. Surtout qu'on a beaucoup de chance en France. Ah oui, parce qu'on vit sur un petit coussin doré où on se rend pas compte. Mais oui, quand on va dans les ports d'autres pays et qu'on se rend compte que... Je me souviens de mails du purser qui disait que surtout dans ce pays-là, il est interdit de donner comment est-ce que ça s'appelle ? Tu sais, en gros, de l'argent en... C'est dessous de table, mais... Des pots de vin. Interdit de donner des pots de vin pour avoir la clearance ou des trucs comme ça. Ouais. Et j'étais là, mais... Alors déjà, j'en avais pas l'intention. Ah bon, c'est possible. Et c'est dingue. Et effectivement, il y a plein de choses comme ça où... Et en même temps, tu vois, c'est tellement différent d'un port à l'autre. Mais c'est ça, c'est super intéressant. Alors des fois, c'est un peu saoulant parce que... Des fois, il y a des choses qui pourraient se passer plus facilement, mais au moins, c'est la vraie vie, quoi. Quand tu dis, ok, des fois on dit, t'es marin, t'as beaucoup voyagé, des fois on fait juste un port, on descend à terre, on boit un coup, on remonte. Vrai. Mais en même temps, pour ceux qui sont en contact des locaux, pour travailler, je trouve que tu rencontres quand même un sacré pan de la culture, tu vois, la façon de travailler, même si c'est juste pour une escale, tu vois. Donc, des fois on y retourne, déjà d'une année sur l'autre, mais je trouve que ça t'apprend quand même la vie, tu vois. Et tu as plus de recul dans les discussions ou quoi. Après, moi, je sais que j'ai jamais, dans une discussion familiale, par exemple, j'aime pas trop me dire « Ah moi, j'ai fait ça, donc je sais », tu vois. Je dis jamais ça. Je suis assez pudique. Une discussion à table, même des fois, quand ils essaient de gratter « Ah, Antoine, qu'est-ce que tu as vu, machin ?» Je leur dis vraiment tu leur dis d'écouter le podcast. Je leur dis « Allez écouter le podcast ». Mais voilà, je leur dis jamais vraiment « Toi, j'aime pas trop m'égarer, quoi ». Parce que d'une part, parce que j'ai que 25 balais. Et de deux, voilà, je veux dire, ok, on avait des trucs incroyables et tout, mais il ne faut pas non plus. Il faut arriver à prendre du recul. Non, c'est clair. Voilà. Parce que, en plus d'être français, on a beaucoup de chance d'être marin français. Il y a beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Et le fait qu'on fasse ce métier-là, c'est une chance. Hein. Moi, je me rends compte que c'est une chance. C'est pas facile. Les privations de sommeil, la bouffe, rentrer gras comme des loukoums à chaque contrat, tout ça. C'est super dur, le stress et tout, mais par contre, oui, on est privilégiés et c'est vrai qu'il faut, je pense, rester un petit peu humble par rapport à ça et une certaine humilité à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un collègue ou un passager qui t'a marqué dans les rencontres que tu as fait à bord Ouais, je pense que c'était mon premier contrat mon premier contrat à l'international.
Donc, sur la grosse compagnie de croisière, là. Dans mon département, il y avait une nana napolitaine. Rien qu'à ton sourire. Napolitaine, mais alors, une boule d'énergie, t'imagines même pas. Et c'est pas une italienne, quoi. Ouais. Et la joie de vivre incarnée. Enfin, franchement, déjà, quand je suis monté sur ce bateau, il y avait une vibe qui était vraiment, mais vraiment différente de ce qu'on peut trouver sur les bateaux français. C'était plus ambiance daron, tu vois. La moyenne d'âge, c'était 40 ans. Déjà, ça me tue. ils étaient tous, Nous, c'était 25 ans. chacun avait son petite histoire de couple à bord, tu vois. Chacun était casé, chacun faisait sa petite vie, tu vois. Mais il y avait quand même une ambiance de ouf. Et on était comme 3000 collègues à bord. Et dans mon département, il y avait cette femme là, qui était incroyable et boule d'énergie et tout, mais on a fait les 400 coups. Hein. D'ailleurs, Barcelone, à chaque escale, on sortait ensemble, on faisait des bêtises, on courait dans tous les magasins. C'était incroyable. En plus, en Italie, du coup, comme elle était italienne, elle m'a fait rencontrer sa famille et tout. Ah, trop chouette. T'as encore contact avec elle? Ouais, bien sûr. Ouais. Là, elle navigue encore. Là, elle est devenue manager maintenant. Ok. Toujours dans la même compagnie? Ouais. Et tout était un peu comme ça dans cette boîte. Toujours, franchement, j'ai vraiment découvert le management là-bas parce que il y avait un esprit au-delà de la bienveillance. Enfin, alors c'était à la fois des fois dur parce que c'était quand même rude, hein, il y a des trucs pas faciles, mais c'est pour ton bien, tu vois. Genre, à chaque fois, il y avait vraiment une volonté de te faire progresser. Mais dès que le travail était terminé, c'était terminé, quoi. On allait tous au bar du bateau ou aller manger un bout ensemble, tu vois. Et tu étais entouré de 50 personnes. Et tout le monde avait une bonne vibe. Alors moi, j'étais le seul Français à bord. Ah ouais? C'était un peu compliqué des fois. Parce que, bon, même parler anglais, c'est une chose. Mais le parler au travail et dans sa vie privée tous les jours, des fois, c'était un peu saoulant. Donc dès que je trouvais un passager qui parlait français, je me jetais sur lui. Manger avec moi. Bonjour. Est-ce qu'on sort ensemble? Ouais, c'est ça. Mais ouais, enfin, c'était quand même une belle expérience. Franchement, donc cette femme-là, je sais plus comment elle s'appelle. Ah bah super. Parce qu'elle rencontre tellement de gens. J'ai dû voir le moineau en plus, moi. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a marqué, je sais pas du tout comment elle s'appelle, mais elle m'a marqué. Si, mais attends, parce que j'ai le nom Sabrina en tête, mais c'est pas du tout Sabrina. Sabrina, c'est une femme avec qui on travaille à bord. Ensemble, mais je suis con, quoi. Écoute, on trouvera plus tard. N'hésite pas à me dire. Non, sur mon famille, c'était Decesare, sur mon famille. Super, ça nous aide. Corinne, voilà. Corinne. Ah ouais, pour une italienne? Corinne avec un K. Ouais. Ah ouais, ok. Corina Decesare. Ouais. Mais je l'ai recroisée d'ailleurs au Havre, 1 an après mon contrat sur le bateau. Ah, elle faisait escale au Havre. chouette. Et du coup, je l'ai visité le Havre et tout. C'est chouette. Ouais. Elle m'a dit, mais il faut peut-être pas le dire, mais elle m'a dit, mais que villa de mierda. C'est Chita, je vais clairement Chita le laisser, ça. J'ai fait, enfin, Corinne. En fait, c'était le Havre. Hein. Le Havre, c'est pas ouf non plus. Ouais, je comprends. C'est pas hyper ensoleillé par rapport à Barcelone. Mais il y a un dicton, il y a beaucoup de villes où on dit ça, mais il y a un dicton qui dit « Tu pleures 2 fois, quand tu arrives et quand tu repars ». Tiens, c'est comme dans le Nord. Voilà. En fait, dans le Nord, tout le monde dit ça, parce que c'est vrai dans toutes les villes. Quand je suis arrivé là-haut, j'ai fait « Qu'est-ce que je vais faire ici pendant 3 ans, quoi ?» C'est horrible. Et quand je suis reparti, j'ai fait « C'était sympa ». Mais après, ce qui était sympa, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés, en fait. Ouais, bah, c'est ça. Mais tant que j'y suis plus, je suis pas malheureux, quoi. Oui, non, ça, je comprends. Mais du coup, cette Corinne, je lui ai fait visiter le Havre. Et c'est ma meilleure rencontre, je pense, avoir. Ah, très chouette. Là, il y a quoi? J'espère qu'elle comprendra le français et qu'elle écoutera ce podcast. Elle parle un peu français. C'est pas que c'était un peu mon refuge, parce qu'elle avait des notions de français. Ok. Et c'était cool. Mais bon, ouais, une joie de vivre. Mais tout le monde était comme ça à bord. C'était incroyable. Enfin, des fois, tu te dis, mais réveille-toi. Là, c'est pas des Français, quoi. Hein? C'est pas des Français. Ouais, quoi. mais franchement, des fois, tu te dis, des fois, je me dis, mais non, mais là, c'est nul, quoi. Des fois, je m'énervais, je pétais tes câbles. Mais en fait, eux, ils étaient là, mais Antoine. Ou quand ils s'énervent, tu vois, c'est toujours en souriant, ou 2 secondes après, ça passe, tu vois. Moi, quand je m'énerve avec quelqu'un, j'ai du mal à revenir vers lui après, parce que pour moi, il va me détester, c'est fini, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, des fois, je pétais tes câbles avec elle, avec tous mes collègues, mais en fait, 2 secondes après, ça allait bien, quoi. Et donc, ils m'ont vraiment appris la vie, quoi. Bon, ça m'a fait beaucoup de bien, je pense, d'être avec des gens comme ça. Et ça manque un peu d'ailleurs l'international. C'est pour ça que d'ailleurs, j'y repars un peu. Parce que ouais, j'ai bien aimé cet esprit
un peu culture différente. On avait 81 nationalités différentes. Des pays que je connaissais même pas. Énorme. Des fois, qui je suis sûr, ils n'existent même plus. Je ne saurais même pas dire, mais le Cambodge, enfin des pays bizarres, mais des pays quand même, quoi. Et il y avait des gens qui étaient là avec nous, incroyable, quoi. C'est énorme, ça aide à ouvrir l'esprit, je trouve, ouais, de naviguer, c'est chouette. C'est quoi ton meilleur souvenir à bord? Attends, je te donne la deuxième question avec, comme ça, le temps que tu réfléchisses. Ton meilleur et ton pire souvenir à bord? Alors mon pire souvenir, ça, je pense que c'est une mauvaise rencontre, du coup à l'inverse de Corinne, que j'ai fait sur mon 3e contrat d'élève. Une dame qui a été odieuse avec moi. Ah mince. Qui m'a dégoûté du métier, j'ai hésité à arrêter, qui m'a vraiment horrifié. Et heureusement, j'avais ma collègue avec qui j'ai fait mon premier contrat, qui était là avec moi. Et après, ça s'est assez bien terminé parce que du coup, j'étais défendu par la boîte et par mon école, donc ça s'est plutôt bien terminé. Mais ça m'a un peu remis en question. Ouais, c'était compliqué. Bon, c'était longtemps, c'était à 4 ans. Mais encore aujourd'hui, des fois, ça m'a un peu traumatisé parce que bon, c'est compliqué. Hein. J'étais un gamin, tu vois. Enfin, je suis toujours un gamin, mais encore plus à ce moment-là. T'es pas chez toi. T'es stagiaire, donc tu te tais et tu suis ce qu'on te dit de faire, quoi. Et il y avait une très mauvaise ambiance sur ce bateau. C'était vraiment des gens pas très sympas, ou un peu qui adoraient les ragots. Enfin, il y avait une mauvaise ambiance, tu vois. C'était en Grèce, alors en plus, c'était un décor de rêve, hein, mais j'ai très mal vécu ce contrat. J'ai fait juste 2 mois, donc c'était pas trop long. Mais c'était bien assez long pour ce que c'était. Et je suis parti avec un très très mauvais souvenir comme ça. Et je pense que le meilleur souvenir, c'est au premier contrat, je pense. Ouais. C'était en 2020. Ouais. Il y avait une pluie d'étoiles filantes au large de la Corse. Et moi, j'avais vu ça sur les réseaux quelques mois avant. Et un soir, d'un coup, j'entends « Ah, ce soir, c'est la pluie d'étoiles filantes et tout ». Et je dis « Ah oui, j'ai vu ça et tout ». Donc, je me suis dit « Bon, allez, je monte à un pont tout en haut, on se retrouvait tous le soir ». Et là, tout le monde était là. Tous les fameux gamins saisonniers. Et là, c'était un mi-contrat, donc à ce moment-là, tout le monde se connaissait, c'était incroyable. Et on s'est tous mis, on a tous monté des matelas, nos couettes et tout. Et on est resté pendant des heures et des heures. Parce que moi, j'avais fait le quart, je faisais le 8h à minuit avec mon officier, parce que j'étais encore stagiaire. Donc avec mon officier, on est monté après le quart à minuit. Et on s'est posés tous ensemble sur une couette. Enfin, franchement incroyable. Un peu comme dans les films, tu vois, genre un peu comme dans les films clichés américains, tu sais, où tu te dis, mais c'est quand que ça m'arrive ça, tu vois. Là, ça nous est arrivé. Et meilleur souvenir, je pense. Pluie d'étoiles filantes. J'aime trop ces moments où le boulot il est fini, tout le monde, enfin les passagers ils font leur vie de leur côté, et on se retrouve tous pour faire quelque chose sur les ponts extérieurs. Après la tempête, tu rigoles pour un rien, tu prends un fou rire. Moi, je prends beaucoup des fous rires facilement. Mais j'adore ça. Évacuer de la journée aussi. Enfin, il y a. J'encaisse beaucoup. C'est ça. Des fois, tu rigoles juste. En fait, des fois, on ne sait pas pourquoi on rigole, mais on se comprend. On sait pour... Ça me fait penser aux premières semaines, tu sais, où on se croisait dans le bateau. C'était compliqué. Hein. C'est vrai que on a fait un lancement de bateau compliqué. Ouais. Ça me fait penser à chaque fois que quelqu'un se croisait, c'est bon. On se raconte pas, mais on comprend. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est la folie. Mais c'est que ça, pendant 2 ans, j'ai pas vu passer. C'est passé vite, ouais. Alors ça n'a pas été facile tout ça, parce que là j'aurais... Parce que là, quand j'ai débarqué là, de ce bateau, c'était le rush et tout, j'ai pas trop le temps de dire au revoir à tout le monde, mais quand j'étais sur le petit bateau, après qu'il nous emmenait sur la côte, je me suis retourné, j'ai fait « Bon, c'est triste, je pars, mais n'oublie pas que parfois tu rêvais de partir, quoi, parce que des fois c'était compliqué. » Et donc j'oublie pas ça, je sais que je regrette pas d'être parti, parce que c'était quand même très... Mentalement, moi je sais que j'aurais pas pu faire plus. Mais en même temps, on a rencontré des gens sympas. C'était dingue. Enfin, c'était une expérience de vie quand même. Hein. À tous les points de vue, c'était dingue. En fait, on a voulu faire comme des grandes boîtes, pas avec les mêmes moyens, certes, ça c'est une chose, mais surtout on n'avait pas trop de limites, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était beau aussi parce que du coup, on avait une liberté d'action qui était énorme et une confiance de la part de la boîte, de nos supérieurs et tout, qui était immense. On était autonomes, quoi. Enfin, je veux dire, les consignes, c'était faites tourner la boîte, il y a des passagers qui arrivent, et prévenez-nous quand c'est fini, quoi. Ouais, voilà, c'est fait au mieux. Ouais. Et ça, même au niveau de navigation et tout.
C'est incroyable, la je crois liberté. on a fait des trucs avec cette compagnie qui ne se font nulle part ailleurs. Parce que là où Dans tous les sens du terme. Là où je vais maintenant, là, ils n'ont pas trop d'expérience dans la glace et tout. Non, quand je dis la glace, c'est les zones polaires, Arctique, Antarctique. Et du coup, ils m'ont pris parce que pour que je les renseigne un peu sur ce qu'on peut faire, comment et tout. Et quand j'aurais dit, ce serait bien de faire ça, ils me disent, non, mais ça, on ne fera pas, t'es malade. Je dis, pourquoi, c'est sympa. Et là, j'ai repensé du coup à cette boîte où on était avant. Je me suis dit, en fait, ouais, ce qu'on faisait, c'était osé, quoi. Très culotté, mais en même temps. Mais tout a fonctionné, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, en même temps, c'est le principe d'une croisière d'expédition. Enfin, c'était vraiment. Ouais. On a vu des trucs de dingue. J'étais en train de débarquer des passagers sur un Zodiac, et là, il y a un manchot empereur qui a pop-up sur un iceberg juste devant. Un autre moment, on était, pareil, j'allais commencer le débarquement, il y avait que les naturalistes qui étaient dans les Zodiacs. C'était au nord cette fois. Et là, ils me disent, allez, green light, tu fais débarquer tout le monde. Et là, je vois les matelots bloqués au niveau de la coupée. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Et je regarde là où ils regardent. En fait, on était entouré d'icebergs, mais vraiment très proches, pas hyper gros, mais très proches. Et d'une grotte d'icebergs qu'on n'avait pas vue, il y a un ours qui est sorti. Wow. Et là, il y a eu, je pense, pour moi, ça a duré une éternité. Il y a eu un blanc avec les matelots, on a regardé et on s'est dit, ok, non. Du coup, on a fait signe à l'équipe d'expédition, ils ont tous reculé avec les Zodiacs, ils sont tous partis. Et tu sais, t'as ce moment de... Suspendu. Waouh, c'était dingue. Là, rien que t'en parler, ça me met les... C'est que ça, c'est la faune et la flore, c'est vrai que... C'était... Ouais. Je sais plus pourquoi je disais ça. Là, c'est pour des beaux souvenirs. Ouais, des beaux souvenirs. Mais ouais, tu vois, c'est... On a été dans un fjord qui était pas très cartographié. Mais t'étais là? Ah oui, oui, si. Au-dessus du Scoresby, je crois. Je sais plus, on a été dans un fjord qui était pas hyper cartographié. Ouais, quand on a fait le tour de l'île, là. Oui, c'est ça. Et en fait, mais on a trop bien fait, on a vu des choses de malades. En fait, on a fait la première trace, mais ça on l'a fait plein de fois, mais c'est ça qui est génial. On a fait la première trace, parce que du coup, c'est des zones qui sont très peu cartographiées, voire pas du tout. Et il y a juste ce système d'historique, en fait, mais tant que les gens ne sont pas allés, il n'y a pas d'historique. Donc nous, on y est allés, on a fait une trace. Mais en détente. Enfin, ça que j'aime bien, c'est que... Ouais. Enfin, en détente. Disons qu'il n'y a pas de prise de tête, tu vois. Enfin, c'est quoi, un côté très marin. C'est à l'instant. Voilà, c'est à l'instant. Ouais, c'est très marin. Et ça, c'est super formateur, je trouve, pour nous. Parce que même nous, on a beaucoup pu manipuler. Et je remercie infiniment les gens qui nous ont formés pour ça. Parce que je pense que c'est important d'avoir vécu ça dans une carrière, tu vois. Même pour moi, l'hôtellerie, tu vois, qui était... autonome, qui avait dû créer des choses, créer l'expérience en elle-même, c'est hyper formateur, quoi. Pour tout, je pense qu'on a beaucoup appris. Tu oses prendre des décisions, tu oses t'imposer, je sais pas si c'est oser. Je pense qu'à un moment, on nous a dit c'est comme ça. Ouais. En fait, si on vous a mis là, c'est qu'il y a une raison et c'est comme ça, en fait. Donc, et en soi, je pense qu'il n'y a aucun de nous qui a failli dans sa tâche. Il y a peut-être 2-3, mais franchement, je pense qu'il n'y a aucun de nous qui a failli dans sa tâche et c'était... Une expérience de ouf. Ouais, c'était dingue. Attends, je revois cet ours sortir de sa caverne, là. John qui faisait... Ouais, mon acco préféré, John. Si tu avais un conseil ou quelque chose à dire à quelqu'un qui souhaite naviguer aujourd'hui, que ce soit en hôtellerie ou que ce soit au pont, à la machine ou j'en sais rien, qu'est-ce que tu lui dirais ? De bien réfléchir à quel mode de vie il veut avoir, à sa personnalité, comment il est avec les gens, qu'est-ce qu'il veut dans la vie tout simplement. Moi je suis quelqu'un qui est assez solitaire, mais je commence à réfléchir pour me poser. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un, à m'installer, quoi, tu vois. Là pendant 2 ans où j'étais dans cette boîte ensemble, là j'ai réfléchi à m'installer à Tahiti, je voulais vraiment partir, faire des trucs de fou. Mais en fait, je me suis rendu compte au final que la France, on y est très bien. Et donc là, je cherche à m'installer dans le sud de la France. Donc, c'est important de réfléchir à ça. Donc, est-ce que tu es plutôt casanier dans le sens être proche, t'as l'air trop très tes proches, tu veux te poser avec ta petite femme, tes petits-enfants, papa poule, quoi. Soit tu veux profiter de
ton début de carrière, comme là je fais actuellement, et fonce quoi. Faut pas hésiter à chercher l'opportunité là où elle est, avoir du culot. Temps de navigation. Avoir du culot. Je pense que c'est un métier où il faut avoir beaucoup de culot. Et c'est des petits trucs, genre typiquement, là je vais commencer un nouveau taf, mais j'hésite encore avec un autre taf peut-être qui va peut-être tomber. Tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai contacté quelqu'un sur Instagram comme ça au culot qui a des millions d'abonnés, tu vois, et je pensais pas qu'elle allait me répondre. Elle m'a répondu, elle m'a dit bah je regarde s'il y a un post et tout, je te tiens au courant. Et je pensais pas. Je crois que j'ai une petite idée. Ouais, elle est assez célèbre sur les réseaux, c'est une commandant. Mais je pensais pas qu'elle allait me répondre. Il faut oser, tu vois, même si elle me dit non, bah c'est pas grave. Ouais, c'est clair. Il faut pas. Et c'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que c'est un métier d'opportunité. Il y a des moments où bah, là c'est compliqué parce que typiquement la boîte où on était avant a eu des complications. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés là, le cul sur la paille. Mais il faut constamment chercher quoi. Enfin, il faut oser, il faut aller vers les gens. Il y a de la place pour tout le monde en mer, voilà. Je pense. Après aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est vrai que des fois on te dit ah bah postule et tout machin, mais aujourd'hui c'est tellement aussi digitalisé que l'autre jour je me suis dit bon bah vas-y je postule au cas où un peu de partout pour avoir plusieurs options au cas où. Mais c'est vrai que ça demande les plateformes, les faut créer des comptes, les questionnaires, les motivations. Je trouve que c'est vachement plus dur là de postuler dans le maritime en ce moment que ça l'a été quand j'ai commencé où tu allais juste envoyer un mail. Ça a évolué hyper rapidement. C'est hallucinant, même le nombre de compagnies là qui sort. Ouais. C'est hallucinant. Avant, c'est vrai que mais quand on dit avant, c'était il y a 5 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, mais rien qu'en 5 ans, tu as vu le nombre de compagnies qui sont sorties en 5 ans. Surtout la modernisation, les plateformes pour postuler. Tu vois, moi, je disais, en fait, tu connais un mail, tu envoies le mail, c'est des contacts qui s'échangent comme ça, et c'est fait, tu étais pris. Aujourd'hui, maintenant, ils disent passez plutôt par la plateforme, machin. Ouais. Donc voilà, il faut être motivé, savoir gérer ton stress. Ta motivation, savoir gérer ta motivation, ça c'est tout bête, mais savoir la gérer, parce que c'est pas parce qu'un jour, c'est les montagnes russes dans notre métier, hein. Un jour, tu as envie de tout plaquer, te barrer, et le lendemain tu te dis, mais en fait c'est incroyable, mais le jour où tu te dis j'ai envie de me barrer, tu as vraiment envie de te barrer. Ouais. Tu es vraiment dans une très bonne passe, une très mauvaise passe, tu veux partir absolument, tu n'es pas bien, mais vraiment pas bien, enfin moi c'est mon cas des fois. Et il y a des jours où tu dis c'est incroyable. Et tu dis mais comment j'ai pu croire que je voulais partir? Mais c'est comme ça en fait. Et à chaque fois que tu te dis ça, ça recommence le lendemain. Enfin tous les jours c'est différent. Parce que tu vas rencontrer, parce que te faire reprendre par ton supérieur quand tu es à terre dans une entreprise, c'est une chose. Tu rentres chez toi, tu achètes ton croissant, tu es dans ta maison. Là, le même mec qui t'a repris dans la journée, tu le recroises au repas le soir. Voilà, donc, à la pause club. Voilà, donc il faut réussir à pardonner, à discuter. Et à se laisser aller aussi, je pense. Même si tu es quelqu'un de timide, même si tu es quelqu'un d'un peu réservé, il faut réussir à se laisser aller, à laisser sortir ton côté un peu fou, j'ai envie de dire, parce que souvent on est tous un peu fous intérieurement, hein, et à te laisser aller. Tu sais, on m'a toujours dit ça, que sur les bateaux, ça remplissait tous les plus gros psychopathes qu'il y avait de terre. Mais oui, parce que des fois, mais c'est vrai, parce que des fois, pour te lâcher, des fois, tu pousses des cris. Moi, je sais qu'au quart, le quart de nuit, de minuit à 4 heures, des fois, faut mettre un micro, hein. Enfin, il y a un micro d'ailleurs, comme une boîte noire dans les avions, mais qui n'est jamais écouté. Mais moi, des fois, je pousse des cris, je chante, Ouais, faut extérioriser. Mais c'est génial. Et on est tous comme ça, enfin, je veux dire, on est tous comme ça. Et le jour où une personne timide, une personne réservée arrivera à se lâcher comme ça devant ses collègues, bah, il aura tout gagné, quoi. Parce que du coup, je pense que si quelqu'un arrive à faire ça alors que pour lui c'était insurmontable, bah, il va devenir accro au métier, quoi. Pour moi, c'est un des rares métiers où tu peux vraiment t'épanouir si tu arrives à te lâcher comme ça et à devenir toi-même, quoi. Ouais, surtout être toi-même. De toute façon, comme tu disais, hein, tu peux pas cacher longtemps. Non. T'es trop avec les gens. Non. On arrive vers la fin. Une toute dernière question. Si tu pouvais dire quelque chose à la mère, qu'est-ce que tu lui dirais? Pas un truc classique, hein, parce que bon, merci, c'est tellement large. Mais en même temps. Ça, comme phrase. Ouais, merci pour à la fois pour les bons trucs et les mauvais trucs. Hein, merci parce que ça m'a à la fois détruit dans un certain sens et à la fois ça m'a aidé à devenir moi-même, je pense. Surtout ça.
Parce que ça m'a détruit pendant longtemps, parce que l'histoire que j'ai eue, la mauvaise expérience que j'ai eue, ça m'a quand même détruit pendant un petit moment. Mais bon, c'est quand même la mer qui m'a permis de renouer mon lien avec mon métier. Donc ouais, merci. Franchement. Merci. Ouais, merci, ouais. Enfin, je suis pas si philosophique pour 35 millions que ça, quoi. Non, Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je suis pas si suivi cours de philo pour ça. Bah écoute, merci à toi. Merci d'avoir participé. Ouais. C'était super chouette. Et puis je te souhaite plein de réussite dans ta prochaine aventure. Et puis toi aussi, la mer est pas si grande que ça. On se recroisera. Vu les gens qu'on recroise à chaque fois, partout, on se dit mais qu'est-ce que tu fais là? Sur des quais, des fois ça m'appelle, alors que c'est pas des gens du navire. Clair, mais vraiment. C'est trop bien. Donc on va se revoir. Bon bah top. Merci beaucoup Antoine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'en ai aimé l'enregistrement. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à nous suivre sur le Instagram de Radio Coursive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.